et bienvenue dans un nouveau carnet de lecture. Installez-vous bien confortablement et on est parti pour une petite demi-heure de blabla livresque. J'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle bien évidemment nous allons parler lecture, puisque sinon ce n'est pas très drôle, donc voilà. Du coup, j'ai quand même pas mal de petites choses à vous dire. Je dois vous faire un retour lecture sur un livre que j'ai adoré. Mais je regarde partout autour de moi, je ne sais absolument pas ce que j'en ai fait. Restez par là, je reviens. J'ai trouvé le Saint Graal, alléluia. Parlons peu, parlons bien, parlons de Un air d'éternité de Clarisse Sabart. Clarisse Sabart, ma relation avec cette autrice est un petit peu particulière puisque j'ai découvert un seul roman de cette autrice pour le moment alors qu'elle a écrit beaucoup de romans, Clarisse Sabart. J'ai eu l'occasion de lire La femme au manteau violet il y a 3 ans de ça et c'est le seul livre de l'autrice que j'ai lu. Voilà, on ne peut pas faire plus clair. C'est bien dommage, c'est bien dommage vous me direz parce que elle a tout pour me plaire en fait, Clarisse Sabart, elle a tout pour me plaire. Sa marque de fabrique, c'est les romans avec des doubles temporalités. On est sur des romans qui ont un côté historique très prononcé. Et du coup, forcément, ça a tout pour me plaire. Sauf que, quand j'ai lu La femme au manteau violet, je n'ai pas été aussi emballée que ce que j'aurais pensé. Et du coup, La femme au manteau violet m'a laissé un petit goût de déception amère un peu dans la bouche. Et je n'ai pas pris le parti de continuer ma découverte de l'autrice après ça. Bon, c'est complètement dommage, hein, vraiment, j'aurais dû le faire avant, mais c'est vrai que La femme au manteau violet, pour le coup, même si l'histoire m'a bien plu, ça m'a vraiment même presque passionnée, il y avait ce côté double temporalité avec la temporalité contemporaine qui se passait à notre époque, que j'avais trouvé un petit peu trop facile, un petit peu trop gnangnan entre guillemets, et j'avais trouvé que le livre globalement était assez prévisible. Et c'est ça qui m'avait un petit peu refroidi dans La femme au manteau violet, même si je pense que l'intrigue est d'une qualité indéniable et que franchement on est sur quand même un très très bon roman. J'avais passé un bon moment, mais il y avait ces petites notes qui faisaient qu'on était sur une lecture plutôt en demi-teinte pour moi. Mais bien évidemment, je vous invite, si vous ne connaissez pas La femme au manteau violet, à lire d'autres avis, à aller voir d'autres avis sur ce livre-là, parce que vraiment, je sais que beaucoup l'ont énormément apprécié. J'essaye de gérer la luminosité, j'espère que vous ne m'en voudrez pas trop, parce qu'on est sur une fin de journée, donc forcément la lumière du soleil baisse, et on ne voit plus rien presque, enfin, en tout cas c'est presque aveuglant le peu de lumière qui reste, donc bon bref. Bref, ne parlons pas météo quand même, on va pas faire que ça. Donc du coup, je vous parlais de Clarisse Sabart. J'avais plusieurs romans d'elle dans la palle, j'avais notamment Le souffle des rêves, qui est ici, qui est plus ou moins la suite de La femme au manteau violet, si j'ai bien compris, sauf que la plupart de l'intrigue se passe en Irlande, donc voilà, donc il va falloir que je le lise, un de ces quatre. Et j'avais celui-ci que j'ai acheté l'année dernière parce que franchement il me tentait énormément et j'avais pas très envie de le faire trop traîner dans ma palle parce que pour le coup, comme vous pouvez le voir, la couverture est assez estivale et la quatrième de couverture me faisait penser que l'intrigue se passait en été, donc vraiment clairement je ne voulais pas attendre et cet été tombé à pic pour pouvoir sortir ce roman de ma palle. Dans ce roman on retrouve la marque de fabrique de l'autrice puisqu'on est sur un roman à double temporalité, vous l'aurez compris. Donc, dans ce roman, on fait la connaissance de deux héroïnes. La première, c'est Lisa, que l'on découvre dans notre époque, donc à l'époque plutôt contemporaine, en 2018. Lisa habite à Châtillon-sur-Indre, dans le Berry. Elle vit dans une petite commune plutôt en pleine campagne. Et Lisa vit avec son fils de 10 ans, Tim. Elle est maman solo et elle est entourée, enfin elle est très bien entourée dans son village. Elle a notamment une de ses meilleures amies, Pauline, qui vit à côté de chez elle. Et surtout, elle a son grand-père, Loulou, qui vit à proximité dans le domaine familial, donc qui est une grande maison bourgeoise, on va dire. Maison bourgeoise qui commence quand même à demander quelques travaux de réhabilitation puisqu'on n'est pas sur quelque chose de très récent et donc Loulou se lance dans ses travaux de réhabilitation avec des artisans, etc. Sauf que ça le fait un peu stresser. À un moment donné, malaise vagal du pauvre Loulou qui est quand même un peu âgé, hein, il faut le dire, c'est le grand-père de Lisa, donc voilà. Et donc le médecin
pour être un peu plus tranquillisée, demande à Lisa d'héberger Loulou chez elle le temps des travaux. Lisa, bien évidemment, accepte sans aucun problème. Le souci, c'est que Lisa, en parallèle, s'est engagée également à accueillir sa maman, Cécile. Et Cécile est une victime de violences conjugales, puisque Cécile vient de quitter son ex-compagnon, et son ex-compagnon la battait. Donc, elle s'en est sortie grâce à l'aide de son avocat, grâce à l'aide d'associations, de personnes qui l'entourent, qui gravitent un peu autour d'elle. Et pour l'aider à se reconstruire, sa fille Lisa lui propose de venir vivre chez elle pendant quelques temps. Le souci, c'est que Loulou et Cécile ne se parlent plus depuis des années, depuis que Cécile a rencontré son ex-compagnon, en gros. Et donc, du coup, ça risque de faire des étincelles. Donc, Lisa, elle marche un peu sur des œufs, le temps d'accueillir tout ce petit monde chez elle. Un jour, en voulant suivre les travaux qui se passent dans la maison de Loulou, elle tombe sur une boîte avec un journal intime. Et ce journal intime, c'est le journal intime qui nous permet de faire le lien avec la période au passé, puisque nous suivons l'histoire de Aurélia dans ce journal intime. Aurélia est une des ancêtres de la famille de Loulou, Lisa et Cécile, puisque Aurélia a vécu pendant la Seconde Guerre mondiale en 1939 et elle intègre un réseau de résistance avec sa famille. Et donc c'est toute l'histoire familiale de Loulou, de Lisa et de Cécile et de leurs ancêtres que l'on suit dans cette histoire. Et franchement, c'est vraiment très très bon. Je peux vous le dire, je me suis régalée avec cette histoire, j'ai adoré cette double temporalité, j'ai adoré cette histoire. J'ai adoré l'histoire au présent, j'ai adoré l'histoire au passé, j'ai eu le cœur serré à de nombreuses reprises. La fin m'a bouleversée au plus haut point. J'ai trouvé ça extrêmement bon. Et comment vous dire que ça m'a un petit peu réconciliée avec Clarisse Sabar, alors même si j'étais pas vraiment fâchée avec elle, hein, vous vous en doutez, mais ça m'a vraiment réconciliée avec le type d'histoire qu'elle peut proposer. Et j'ai vraiment hâte de continuer à découvrir les autres romans qu'elle a pu écrire parce que celui-ci vraiment c'est une jolie pépite. Donc essayons quand même de vous faire une chronique un peu construite histoire de ne pas partir dans tous les sens et de vous dire juste lisez-le, c'est une pépite. Bon, c'est pas très objectif, donc je vais essayer de rapporter un peu d'objectivité dans cette chronique. On est donc sur une double temporalité qui fonctionne très bien. Alors on a une partie au présent qui aborde des thématiques qui sont assez difficiles puisque vous avez quand même la thématique des femmes battues, vous avez la thématique aussi des mamans solo, vous avez ces thématiques-là qui sont très fortes, qui sont très bien abordées par l'autrice, qui sont abordées de façon avec une plume assez sensible, mais on n'est pas dans le mélo, on n'est pas dans le too much, on n'est pas dans quelque chose de trop pleurnichard. Je sais pas trop comment dire autrement, mais voilà, on est sur quelque chose qui reste quand même factuel, qui reste sensible, mais sans trop appuyer sur la corde quand même, et qui nous... Et oui, qui nous parle en fait, parce que ce sont des thématiques d'actualité, et je trouve ça très bien de les aborder dans ce genre de roman. Donc vraiment, une partie au présent qui, contrairement à La femme au manteau violet, que j'avais trouvé un petit peu trop gnangnan et un peu fleur bleue, là j'ai trouvé que pour le coup c'était plutôt bien abordé, plutôt crédible et plutôt terre à terre en fait finalement avec ce qu'on peut avoir comme thématique abordée dans la vie de tous les jours, et ça c'est vraiment très bien. Et je trouve que le fait d'avoir abordé la thématique des femmes battues, c'était une très bonne idée de la part de Clarisse Sabar, surtout que là on l'aborde mais du point de vue de la reconstruction. Donc on est plutôt sur une histoire de résilience, de reconstruction. On essaye d'aller de l'avant, on essaye de mettre de côté le passé pour pouvoir à nouveau rencontrer le bonheur, et j'ai trouvé que c'était vraiment très bien fait. Donc cette partie au présent, j'ai beaucoup apprécié. Je trouve que c'est très émouvant, les personnages sont extrêmement attachants. On s'attache à Lisa, mais on s'attache aussi à tous les personnages qui gravitent autour d'elle. C'est-à-dire qu'on va vraiment se prendre d'affection pour Loulou, qui est son grand-père qui est assez fort, qui a vécu des choses difficiles, et on le sent même si on n'arrive pas à mettre des mots dessus et qu'on arrive à mettre les mots
enfin en tout cas on découvre la vérité qu'à la fin du roman. Ça n'empêche qu'on sait dès le début qu'il y a quelque chose avec Loulou, on le sait. Mais c'est un personnage, c'est un papy attachant en fait, c'est un papy qu'on a envie d'avoir dans son entourage, c'est quelqu'un qui est bon conseil, c'est quelqu'un qui cerne très bien les gens, et c'est un beau personnage, vraiment, c'est un très très beau personnage. C'est pareil avec Cécile, la maman de Lisa, qu'on a envie de serrer contre nous, on a envie de lui dire que tout va bien se passer, qu'elle va réussir à s'en sortir et qu'elle va aller de l'avant, et que oui, elle a le droit au bonheur, et que non, ce n'est pas une moins que rien, contrairement à ce qu'a pu lui faire croire son ex-compagnon. Donc vraiment, on est sur des personnages qui sont marquants, parce qu'ils sont touchants, parce qu'ils sont attendrissants, parce qu'ils ont malgré tout une force en eux, même si parfois ils ne le pensent pas. Et oui, ce sont vraiment des beaux personnages. Je trouve que c'est une belle... en tout cas, la partie au présent est vraiment très bien faite. Habituellement, j'ai tendance à préférer les parties au passé. Alors là, je vous dis pas que c'est le cas, hein, j'ai adoré les deux. Mais c'est vrai que les parties au présent, pour moi, elles ont souvent moins de saveur. C'est pas forcément le cas ici. En vrai, ça apporte vraiment quelque chose, cette partie au présent. La deuxième temporalité du coup qui se passe pendant la Seconde Guerre mondiale, alors celle-ci, comment vous dire, elle est poignante au possible. Elle est bouleversante, elle est poignante. Jusqu'à la fin en fait, on marche un peu sur des œufs parce qu'on ne sait pas trop où va nous emmener l'autrice, et c'est ça que j'ai apprécié avec cette deuxième partie, cette deuxième temporalité. Vraiment, on ne sait pas. Aurélia, en fait, j'avais du mal à la cerner, je savais pas si c'était... si c'était quelqu'un en qui on pouvait avoir confiance. J'ai vraiment... je me suis posé plein de questions sur elle, en fait. Je me suis demandé si elle allait pas retourner sa veste à un moment, s'il n'y avait pas des choses comme ça, si elle allait pas prendre des mauvaises décisions, si... Je me suis posé plein de questions sur ce personnage, et en fait, c'est un personnage, mais d'un courage incroyable, vraiment. Et là, c'est pareil, Aurélia, elle est attendrissante, elle est touchante, elle est poignante, mais il n'y a pas qu'Aurélia, en fait, il y a tout son entourage, vraiment. On a son papa, Léandre, qui est une figure paternelle, une figure masculine incroyablement forte et incroyablement courageuse. On a sa grande sœur Marie qui a vécu des choses affreuses et qui pourtant continue de se battre et continue de donner tout ce qu'elle peut. C'est quelqu'un qui est très aimant, c'est une maman très aimante, c'est une grande sœur très aimante, et c'est quelqu'un qui donne de l'amour autour d'elle, ça se sent quand on lit les pages de ce roman. Et vraiment, encore une fois, là, ce roman-là, je trouve qu'il est porté par les personnages, vraiment. Il est porté par l'histoire, certes, mais il est surtout porté par les personnages. Et s'il y a une chose que vous devez retenir de Un air d'éternité, pour moi, c'est ça. Ce sont les personnages qui sont vraiment incroyables. Aussi bien dans la partie au présent que dans la partie au passé. Vraiment. On est sur une famille extraordinaire. Vraiment. Donc voilà, donc ça a été une super découverte cette histoire. Moi je me suis laissée porter du début à la fin. Alors au début j'ai eu un peu de mal parce que... alors c'est pas du tout à cause du livre pour le coup, je vous dis ça. J'ai eu un peu de mal parce que j'arrivais pas à trouver des phases de lecture assez longues pour me plonger dans le roman. Mais c'est pas du tout l'histoire qui m'a empêché de me plonger dans le... Non, c'est pas l'histoire qui a empêché de me plonger dans l'histoire. Bref, je reformule, ce n'est pas l'histoire qui m'a empêché de me plonger corps et âme dedans, c'est vraiment plus le fait de ne pas avoir le temps nécessaire qui m'a un peu empêché d'être habitée en fait par l'histoire. Mais une fois que j'ai trouvé du temps, croyez-moi, je n'avais plus envie de lâcher le roman, je n'avais qu'une hâte le soir, c'était de retrouver mon livre, et j'ai été extrêmement triste de le refermer. J'ai eu l'impression d'avoir tout donné pour cette chronique-là. Hein. J'ai eu l'impression d'être habitée quand je vous faisais mon retour sur Un air d'éternité. Donc bon, bref. Passons, donc j'ai terminé ce roman en version papier. Donc vous vous doutez que j'ai donc repris un nouveau roman papier. Je ne vous en parle pas maintenant puisque bien évidemment je vous le donne en mille. Je ne sais pas où je l'ai mis. Donc bref, comme vous pouvez le voir, je ne suis pas une fée du logis, je suis plutôt du genre bordélique, notamment avec mes livres. Donc je vous en reparle dès que je l'ai retrouvé.
En attendant, je peux quand même vous parler un petit peu de ma lecture audio puisque j'ai lancé un message sur Instagram en début de semaine pour vous demander de choisir mon livre audio à ma place puisque je n'avais absolument aucune idée de ce que j'allais lire, enfin de ce que j'allais écouter. Donc je vous ai laissé le choix parmi 4 livres audio et vous avez été un certain nombre, vraiment, à me conseiller de prendre à l'audio Les Sirènes de Malibu de Taylor Jenkins Reid. C'est donc ce que j'ai fait puisque je n'ai encore jamais découvert l'autrice. Et pour le coup, vraiment, il y a pas mal de ces livres qui me tentent beaucoup. Donc il y avait Les Sirènes de Malibu qui me tentait. Il y avait aussi Daisy Jones and the Six. Et son dernier, Les Vrais Amours, qui me tente aussi beaucoup. Et du coup, je me suis dit que c'était l'occasion de découvrir sa plume à travers une écoute audio. Donc j'ai commencé, j'en suis pas très loin, donc pour l'instant je vais pas vous faire un récap de l'histoire parce que je découvre tout juste les personnages. Mais j'aime bien, ça me met dans une ambiance estivale de folie puisque ça se passe à Malibu, vous l'aurez compris. Et du coup, on est en plein été, en plein mois d'août, je crois. On est sur une chaleur un peu caniculaire avec un Malibu qui brûle, et au sens propre comme au sens figuré. Et donc, bah, c'est plutôt agréable comme écoute audio pour cette période de l'année. Donc, je viendrai vous en reparler, bien évidemment, bien vite. Et ensuite, une fois que j'aurai terminé cette lecture audio, j'ai promis à ma petite sœur que j'écouterai The Broken Soul de Alice des Merveilles, qui est le 3e tome et dernier tome de la saga Earthplayer. Voilà, parce que ce dernier tome est basé sur le wide receiver de l'équipe des Giants, qui est une équipe de football américain que l'on suit dans cette trilogie. Et le wide receiver, c'est Max O'Donnell, et on parle de Max O'Donnell depuis le 1er tome. Et c'est un personnage assez emblématique, à qui on a quand même envie de filer des baffes, faut le dire. Mais on a très envie de connaître son histoire. Et donc c'est dans ce 3e tome que nous avons l'histoire de Max O'Donnell. Donc j'ai dit à ma petite sœur que je l'écouterais. Et je ne ferai pas... je ne désobéis... Je tiendrai ma promesse. On va le dire comme ça. Voilà, allez, sur ce, je vais vous laisser là parce que comme vous pouvez le voir, je commence à dire n'importe quoi, c'est de pire en pire. Donc je vous laisse là, je vous reprends plus tard. Petit coucou, je vous prends rapidement en vidéo, on est lundi midi. Et nous avons changé de décor puisque nous avons migré dans le golfe du Morbihan pour notre dernière semaine de télétravail avant les vacances. Donc du coup c'est plutôt chouette parce que bah, forcément on est dans un cadre un peu idyllique, on est au bord de la mer, donc c'est plutôt sympa pour faire cette dernière semaine de télétravail. Et donc forcément j'ai amené avec moi quelques livres, donc je vais vous montrer tout ça. Donc parmi les livres que j'ai emmenés, j'ai pris ma lecture en cours qui n'est autre qu'un Laurence Perrin, c'est une toute petite minute. Là j'ai l'édition Kalman Levy, mais je crois qu'il est sorti en poche depuis. Donc voilà, donc j'en suis à peu près à la moitié. Je viendrai vous en reparler, j'avance assez doucement mais sûrement, donc j'aimerais vous en reparler. Ensuite, j'ai pris Les Dominos de la vie de Laure Manel, parce que ça se passe en Bretagne en fait, hein, de mémoire. Et bon, bah vu qu'on est en Bretagne, c'est l'occasion. Donc j'ai pris un Laure Manel. J'ai également pris La Chambre des Merveilles de Julien Sandrel, puisque je vous l'ai dit, je n'envisage pas un seul été sans un Julien Sandrel, donc c'est l'occasion. Je n'avais que celui-ci dans ma palle parce que je n'ai pas encore acheté son dernier, donc voilà, c'est grand temps que je découvre La Chambre des Merveilles. Et j'ai emmené un double roman, c'est Elizabeth Peters, donc c'est la saga, alors comment elle s'appelle, j'ai un trou... Amelia Peabody, voilà. Donc c'est une saga qui se passe en Égypte, et donc c'est un peu une sorte de, alors, je vais dire cozy mystery, mais je suis pas sûre que ce soit ça, c'est plus, c'est des petites enquêtes assez drôles, je crois. Et donc vous avez le 1er tome, un crocodile sur un banc de sable, et le 2e tome, la malédiction des pharaons. Donc voilà, ça traîne dans ma palle depuis un petit temps, donc je me dis que c'est l'occasion ou jamais de lire ça pour l'été. Là, ça va être un peu plus léger peut-être comme enquête policière.
Et bien sûr, j'ai emmené le cahier de vacances de Mademoiselle Lee. Parce que quand même, hein, c'est grand temps que je le commence. Alors j'ai déjà commencé un peu, hein, mais du coup j'avoue je triche un peu parce que je choisis les exercices qui sont les plus faciles. Donc vous voyez là j'ai commencé. Et quand je sais pas trop, quand j'hésite, et ben hop je saute et je passe sur une autre page, sur un autre exercice. Donc c'est un peu facile pour l'instant. Donc il va falloir que je m'y mette sérieusement et que je me penche un peu sur la question, mais je ferai ça plutôt en soirée quand j'aurai terminé de travailler. Donc voilà un peu le programme pour ces prochains jours. Comme vous pouvez le voir, il fait carrément beau, donc on a de la chance. On est mis dans un cadre vraiment sympa pour cette dernière semaine de télétravail. Avant de rester quelques jours ici en vacances. Hello, on est jeudi soir, je prends juste quelques petites minutes pour venir vous parler de mes lectures en cours. Je ne m'attarde pas très longtemps puisque nous allons ce soir à un marché nocturne dans le golfe du Morbihan, puis après on va au restaurant, donc du coup je ne m'attarde pas trop, mais quand même je voulais vous faire un petit point sur où j'en suis en ce moment. Donc je suis en train de lire, enfin j'ai tout juste commencé ce roman, ce beau bébé, qui est donc, enfin ce beau bébé, il y en a deux dedans, donc voilà, c'est Elizabeth Peters, l'autrice, et donc le livre que je suis en train de lire, c'est Un crocodile sur un banc de sable, et ce sont les aventures de Amelia Peabody. Donc on est sur des enquêtes qui se déroulent en Égypte, et moi je suis une grande fan de l'Égypte, donc honnêtement, je suis plutôt contente de me plonger là-dedans. Après, le début me semble un petit peu poussif et j'ai un peu... Enfin, je m'attendais pas... Enfin, je vais pas dire que j'ai un peu de mal, mais on va dire que je m'attendais pas à ce style d'écriture-là. Donc on va voir ce que ça va donner. Mais bon, en tout cas, je suis très contente de découvrir cette autrice et de découvrir cette saga. J'ai terminé le Laurence Perrin, donc qui est donc une toute petite minute. Je l'ai terminé il y a 2 jours de ça, je crois. Je viendrai vous en reparler. C'est un roman que j'ai beaucoup aimé, qui est très introspectif. Vous allez vous dire, décidément, en ce moment, c'est un peu mon dada. C'est vrai qu'en ce moment, je lis beaucoup de romans introspectifs, alors que je ne suis pas très fan des romans qui sont assez lents et assez peu dynamiques. Mais ça l'a fait vraiment avec celui-ci, j'ai bien aimé. Il faut dire que je suis assez conquise par la plume de Laurence Perrin, mais j'avais déjà été conquise quand j'avais lu Ma chérie. Donc c'était pas une découverte pour moi, mais je viens vous en reparler très vite, un peu plus en détail. Et sinon, côté lecture audio, je suis toujours plongée dans Les Sirènes de Malibu de Taylor Jenkins Reid, et franchement, j'aime beaucoup. Vraiment, j'aime beaucoup. Je trouve que c'est une lecture audio qui se prête parfaitement à la saison, puisqu'on est à Malibu, en plein milieu de l'été caniculaire. Et là, on est en été. Alors, on n'est pas non plus sur des chaleurs caniculaires, mais quand même, ça se prête très bien à mon cadre de vie actuel, on va dire. Donc, dans cette écoute audio, dans ce roman, on suit la fratrie Riva. Ils sont 4. Nous avons donc Nina, Jay, Hud et Kit, qui sont les 4 enfants de Mick Riva, un grand chanteur très célèbre aux États-Unis dans les années 1970. Et en fait, on va suivre un petit peu leurs fratries qui sont devenues assez célèbres et assez riches. Et franchement, c'est très bien écrit. Alors, je vous le vends pas très bien peut-être comme ça, mais si vous voulez, on va suivre un petit peu cette fratrie. On la suit parce qu'on se rend vite compte, à travers l'histoire d'amour de Mick et de June, la maman de la fratrie, que c'est un chanteur très volage et qu'il a du mal à rester fixé à son foyer. Et en fait, il va très vite abandonner sa femme et ses 4 enfants. Et donc, on se rend vite compte que les enfants vont avoir une vie qui va pas forcément être évidente, parce que leur mère va se battre pour pouvoir les élever tous les 4. C'est pas forcément simple quand on élève seul 4 enfants.
Et c'est un petit peu tout ça qu'on a dans ce roman. Et donc on a une espèce de double temporalité puisqu'on suit à la fois l'histoire d'amour entre Mick et June et on suit la vie de la fratrie des années plus tard quand ils sont jeunes adultes. Et franchement, c'est très très bien. Ce qui est vraiment fascinant avec l'écriture de Taylor Jenkins Reid, c'est qu'on a l'impression vraiment d'être dans des magazines People presque. En fait, on suit l'actualité de personnes célèbres. Et on a vraiment l'impression que Mick Riva et toute la fratrie des Riva ont réellement existé. Et ça, c'est vraiment une force dans son écriture. Je trouve que c'est vraiment très très bien fait. Elle arrive à très très bien le faire. De toutes ces lectures bien vite, là je vais vous laisser parce que je commence à avoir mal au bras et je vous retrouve très rapidement. Hello, je vous retrouve pour vous parler lecture. Je vous ai laissé très rapidement hier en vous parlant un peu de mes lectures en cours et je vous ai notamment dit que j'avais terminé ce roman qui est donc un roman de Laurence Perrin qui s'appelle donc Une toute petite minute. Et ça me tenait à cœur de venir vous en parler et de vous en faire un petit peu la chronique puisque c'est un roman que j'ai beaucoup aimé. C'est un roman particulier, Une toute petite minute, puisqu'on est sur un roman introspectif. Donc effectivement, en ce moment, entre ce roman-là et Les femmes du bout du monde de Mélissa d'Acosta, je lis pas mal de romans introspectifs. Et pourtant, ce ne sont pas les romans que je préfère. Vous le savez, moi j'ai tendance à préférer plutôt les romans où il y a de l'action, où on est sur quelque chose d'assez dynamique. Là, c'est pas le cas. Mais ça n'empêche que j'ai trouvé que c'était un roman très délicat et tout en finesse. Et du coup, c'est pour ça que je voulais vous en reparler. Donc, dans ce roman, on suit la reconstruction de Madeleine, qui est une meurtrière. Voilà, on peut le dire ça, utilisons les mots qu'il faut. Madeleine a égorgé Estrella, sa meilleure amie, à l'âge de 17 ans. Et donc Madeleine va purger une peine de prison. Donc elle purge une peine de 20 ans de réclusion. Et on la suit à sa sortie. Alors on est sur un roman à double temporalité puisqu'on suit Madeleine lorsqu'elle a 17 ans. Donc elle vient d'égorger sa meilleure amie. Et donc on suit un petit peu sa vie en prison. Et ensuite, on a une autre temporalité où on suit Madeleine à sa sortie de prison. Donc là, en l'occurrence, elle a 38 ans, je crois, quelque chose comme ça. Et du coup, c'est un peu sa quête vers la rédemption que l'on suit. Et, euh, et c'est vraiment, vraiment très bien fait. Alors, j'ai déjà lu un roman de Laurence Perrin, j'avais lu Ma chérie, que j'avais bien aimé. Ça n'avait pas été un coup de cœur, mais j'avais vraiment bien aimé. Et ce que j'avais apprécié dans ce roman, c'était sa plume. Et ça se confirme aujourd'hui avec Une toute petite minute. J'ai vraiment beaucoup apprécié la plume de l'autrice. C'est assez contradictoire parce qu'on est sur un roman qui parle du milieu carcéral, hein, puisque l'intégralité du roman, ou presque, se passe dans le milieu carcéral. Donc, on est sur quelque chose qui est censé être assez dur, assez saisissant, assez poignant. On n'est pas sur quelque chose de très poétique hein, quand on parle du milieu carcéral. Mais malgré tout, Laurence Perrin, elle arrive à nous montrer les choses tout en délicatesse, tout en finesse. Et en fait, on est sur un roman qui passe extrêmement bien, qui est extrêmement beau, parce que toute cette quête toute cette quête de rédemption, toute cette quête de reconstruction, eh bien, elle arrive à nous en dégager quelque chose de beau. Voilà, donc je sais, ça peut paraître contradictoire, mais c'est vraiment ce que j'ai ressenti à la lecture du roman. Je trouve que le milieu carcéral est très bien décrit, les descriptions sont très justes, et effectivement, le rythme est lent, parce qu'on est sur quelque chose de très introspectif, donc c'est très lent. Mais ça ne m'a pas dérangé plus que ça, puisqu'en fait, cette quête de reconstruction, elle nous accapare totalement, et en fait, on dévore les pages sans même s'en rendre compte. Alors, effectivement, on n'est pas sur un page turner non plus, hein, on n'est pas complètement pris dans l'histoire et happé par le rythme, ce qui fait qu'on dévore le livre en 2 jours. Non, j'ai mis, je sais pas, peut-être 4 jours, ouais, 4-5 jours à lire le roman, mais eh bien, j'étais contente de retrouver ma lecture, j'avais vraiment envie de retrouver Madeleine. C'est pas un personnage qui laisse une marque indélébile, Madeleine, parce que
parce qu'elle a quelque chose de dur, parce que on a du mal à comprendre en fait les raisons qui l'ont poussée à ce meurtre. Les raisons en fait on les connaît qu'à la fin du roman, donc c'est vrai que tout au long de la lecture on a un peu du mal à se prendre d'affection pour ce personnage parce qu'on sait pas trop ce qui lui a pris. On sait juste que bon bah voilà, elle accepte son sort et elle se dit que bon elle a commis l'irréparable, donc elle doit purger sa peine, point barre. Et donc c'est pas vraiment le personnage de Madeleine qui tient vraiment le roman, c'est plutôt toute la reconstruction qu'elle entame, toute la description du milieu carcéral, tout ça en fait, c'est ça vraiment qui tient le roman. Et franchement, c'est vraiment bien fait. Moi j'ai beaucoup aimé. Après je comprends que tout le monde n'apprécie pas parce qu'effectivement, bah, comme je vous le disais, on est sur quelque chose de lent, on est sur une quête de reconstruction, on est sur quelque chose qui prend du temps en fait, hein, tout simplement. Et c'est vrai que si vous êtes adepte des romans très dynamiques, bon bah peut-être que vous n'allez pas forcément vous y retrouver, mais tentez le coup si le thème vous intéresse. Franchement, tentez le coup parce que regardez, moi c'est pas forcément ma tasse de thé et finalement bah, j'ai trouvé que c'était très bien fait et je suis très très contente de l'avoir lu. On n'est pas sur un coup de cœur, mais on est sur une très bonne lecture. Et voilà, et si je dois faire une comparaison avec Les Femmes du bout du monde de Melissa d'Acosta dont je vous parlais dans le précédent carnet de lecture, bon, qui pour le coup n'a rien à voir parce que les deux thématiques ne sont pas du tout comparables, mais il y a quand même une quête de reconstruction dans les deux cas, même si c'est pas la même reconstruction. Euh, Bah finalement, je pense que j'ai préféré le roman de Laurence Perrin. J'ai trouvé que celui de Melissa d'Acosta était peut-être trop contemplatif, trop introspectif, alors que les descriptions qui sont faites dans le roman de Laurence Perrin bah, nous accaparent quand même, nous entraînent et puis bah, ça nous donne envie vraiment d'aller au bout de l'histoire. Bon, sinon je suis clairement en retard puisque j'étais censée vous poster ce carnet de lecture hier. Bon bah je pense que je ne vais pas le faire. Je ne sais pas trop quand je vais vous le poster. Je ne vais pas trop tarder je pense. Mais voilà, je ne vous l'ai pas encore posté. Il faut que je regarde. J'ai pas trop commencé à monter la vidéo. Donc je ne sais pas trop à combien de minutes on est rendu. Mais écoutez, bon, je vous ai parlé quand même de quelques romans. Je n'ai toujours pas avancé dans le premier tome de la saga d'Elizabeth Peters, à savoir Un crocodile sur le sable blanc. Non, pas ça. Un crocodile sur un banc de sable, pardon. C'est plutôt dans ce sens-là. Je n'ai pas avancé. Comme je vous disais, l'écriture est un peu particulière et donc du coup, j'ai pas forcément très envie de retourner à ma lecture. Je suis pas encore complètement à fond dans le roman. Bon, j'ai pas lu grand chose, hein. J'ai dû lire 2 chapitres, donc en même temps, ça s'explique aussi par ça. Mais du coup, je suis pas encore happée dans l'histoire et j'ai pas une envie débordante de lire et de retourner à ma lecture. Donc je suis pas sûre que je vous ferai un retour dans ce carnet de lecture. Voilà. Bon, toujours est-il que je pense que je vais aller marcher un petit peu parce qu'il fait très beau et que franchement ça donne envie de se dégourdir un peu les jambes. Donc je pense que je vais prendre avec moi mon livre audio qui est toujours Les Sirènes de Malibu de Taylor Jenkins Reid. Il doit me rester 5 heures d'écoute à peu près, donc il me reste pas grand chose, mais bon, bah forcément, faut écouter un petit peu hein, pour avancer. Donc voilà, donc je pense que je vais faire ça maintenant et je viendrai peut-être vous en reparler dans ce carnet de lecture. Hello, je vous reprends, nous sommes dimanche et je viens clore ce carnet de lecture, mais avant ça, je viens vous donner un dernier avis lecture sur la dernière lecture que j'ai faite. Je l'ai commencé vendredi soir, je l'ai terminé samedi matin, donc c'est pour vous dire ça a été très très rapide. C'est un livre assez court, mais c'est surtout un roman qui a été très prenant et donc voilà, ça explique pourquoi je l'ai lu aussi rapidement. Je vous avais dit que j'avais commencé le premier tome des aventures d'Amelia Peabody. Bon, finalement, je l'ai laissé en stand-by, je l'ai complètement mis de côté parce que je me suis rendu compte que c'est pas forcément ce que j'avais envie de lire, tout simplement. Donc, j'ai pris quelque chose de complètement différent. J'ai pris un Julien Sandrel, La Chambre des Merveilles. C'est un roman qui n'est pas récent, hein, je ne sais plus quand est-ce qu'il a été publié, mais en tout cas, il n'est pas récent. C'est un roman qui traîne dans ma palle depuis assez longtemps, voilà, dépôt légal 2018. Donc vous voyez, ça date un peu maintenant.
C'est un roman qui traîne dans ma palle depuis très longtemps, mais il traîne dans ma palle pour une raison simple. Il me faisait extrêmement peur. Il me faisait peur pour 2 raisons. Il me faisait peur parce que j'ai lu des chroniques dithyrambiques à son sujet et j'avais vraiment, vraiment, vraiment peur d'être déçue. Et il me faisait peur parce que le sujet avait l'air extrêmement poignant et j'avais l'impression qu'en lisant ce roman, j'allais pleurer toutes les larmes de mon corps. Bon, spoiler alerte, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps, voilà. Mais je me dis que j'aurais dû le lire bien avant parce que c'est un livre que j'ai beaucoup aimé et je regrette un peu de l'avoir fait traîner autant dans ma palle parce que clairement il ne le méritait pas. Dans ce roman, on fait la connaissance de Thelma qui est une parisienne célibataire qui a une 40aine d'années à peu près et Thelma vit seule avec son fils qu'elle élève, son fils Louis de 13 ans. Elle a une carrière bien chargée, bien remplie. Excusez-moi. Puisqu'elle travaille dans une société pharmaceutique, elle a un poste à haut niveau et en fait dans cette société c'est pas forcément bien vu de mettre en avant le fait qu'on a des enfants, donc elle passe un peu sa vie de maman solo sous silence et forcément sa relation avec lui en pâtit un peu puisqu'elle est vraiment très focus sur son travail et elle fait pas forcément très attention à ce qui se passe dans sa vie quotidienne à côté de son travail. Un jour tout bascule puisque elle décide d'aller se promener avec son fils. En bref, ils sortent de l'appartement. Son fils est en skateboard et il a un accident de voiture. Une voiture entre en collision avec lui. Et donc il va être dans le coma pendant un certain nombre de jours. Et donc en fait on découvre une Thelma complètement détruite, son fils vient de se faire renverser sous ses yeux, donc forcément elle est complètement paniquée, et elle va remettre un peu en cause toute sa vie, et elle va se battre pour que son fils se réveille, donc elle va mettre en œuvre tout ce qu'elle va pouvoir faire, et tout ce qui va être en son pouvoir pour pouvoir faire en sorte que son fils se rend compte qu'elle est bien présente, qu'elle est là et qu'il faut qu'il se réveille. Elle va tomber sur le carnet des merveilles. Et le carnet des merveilles, c'est la liste en gros de toutes les choses que Louis voudrait faire dans sa vie. Et elle décide courageusement de faire toutes ces choses à sa place pour lui dire regarde tout ce que tu loupes, il faut absolument que tu te réveilles et comme ça tu pourras faire toutes ces choses toi-même en gros. Et voilà, en gros le pitch de l'histoire. Donc bien évidemment, vous doutez bien que c'est extrêmement émouvant puisqu'on est quand même sur une histoire très triste. Hein. C'est l'accident d'un enfant de 13 ans qui est au summum de sa vie et de sa vitalité, donc il n'a rien à faire dans le coma clairement. Et donc c'est très 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 bouleversant parce que dans ce roman, en fait, c'est surtout le quotidien de Thelma qui passe ses journées à l'hôpital, qui passe ses journées à essayer de montrer à son fils que toutes les choses qu'il a dressées sur sa liste des merveilles, c'est possible et c'est réalisable. Et elle va tout mettre en œuvre pour ça, pour lui montrer ça. C'est vraiment très très... Franchement, c'est très triste, c'est très bouleversant. Moi, j'ai passé l'intégralité de mes heures de lecture à pleurer. Vraiment, à chaque fois, je pleurais. Je me rendais même pas compte, en fait, ça coulait. Parce que je trouvais que c'était très émouvant. Thelma, en fait, elle m'a beaucoup touchée. C'est une... Alors, au début, j'ai eu un peu de mal à m'attacher à elle parce qu'en fait, elle est vraiment dépeinte comme la femme carriériste qui est pas forcément très au fait de ce qui se passe dans la vie de son fils, qui s'intéresse pas trop à ce qui se passe autour. Et du coup, au début, c'est un peu particulier, on la suit avec beaucoup de recul. Enfin, moi, en tout cas, j'avais pris pas mal de recul par rapport à elle parce que je voulais pas trop m'attacher à ce personnage. Et finalement, eh bien, Thelma, quand son fils a cet accident, eh bien, elle est complètement bouleversée et elle change du tout au tout. Et on découvre le vrai visage de Thelma. Et là, pour le coup, c'est difficile de pas s'attacher à elle. Vraiment, les personnages, moi je les ai trouvés très attachants. J'ai trouvé Louis aussi particulièrement attachant, même si voilà, c'est pas forcément le personnage que l'on suit principalement parce qu'il est dans le coma, mais j'ai trouvé que tous les personnages qui gravitaient autour d'eux sont vraiment...
apportent quelque chose, ils apportent une petite touche supplémentaire et ils ont chacun leur caractère, leur personnalité bien propre, bien à eux. Et le mélange, ça nous fait une palette de couleurs qui est extrêmement bien reflétée sur la couverture en fait, hein, tout simplement. Et ce sont des beaux personnages que nous propose Julien Sandrel ici. Sur l'histoire, alors effectivement j'en ai discuté un peu avec Stéphanie, avec qui j'ai l'habitude de faire des lectures communes. Stéphanie a lu La Chambre des Merveilles un petit peu avant moi, donc du coup on en a discuté un peu ensemble. Et elle me disait, à juste titre, hein, que elle avait un peu eu du mal, parce que c'était le premier Julien Sandrel qu'elle lisait, et elle trouvait que la liste des vœux, enfin, ou des choses que Louis voudrait faire, n'était pas forcément en adéquation avec ce qu'un enfant de 13 ans avait réellement envie de faire. Je la rejoins un peu sur ça. Effectivement, je trouve que parfois ça manque un peu de réalisme. Mais pour moi, c'est un peu la particularité de Julien Sandrel, en fait. Enfin, c'est vrai que dans les romans de Julien Sandrel, il y a toujours cette petite touche de fantaisie, de couleurs, de choses de touches un peu irréelles qui est rapportée au récit, qui est très terre à terre pour le coup. Et du coup, parfois, on se dit, mais c'est pas du tout vraisemblable, en fait, ça pourrait pas se faire. Mais c'est vraiment ce qui fait la particularité de l'auteur, et moi c'est aussi pour ça que j'apprécie vraiment ce qu'il écrit, parce que finalement ce petit côté irréel et ce petit côté fantaisiste, on le retrouve dans beaucoup de ses romans, on le retrouve dans Les Extraordinaires que j'adore, moi j'ai eu un coup de cœur monstrueux pour ce roman. On le retrouve aussi dans Merci, Grazie, Thank You, on le retrouve dans beaucoup de ses romans. Et moi ça m'a pas dérangé parce que j'ai l'habitude de la plume de l'auteur, j'ai lu presque tous ses romans, donc ça ne m'a pas dérangé. Mais je comprends que ça puisse freiner certains d'entre vous, en fait, hein, tout simplement. Je comprends que ce soit pas forcément évident de se dire, bon, ok, très bien, mais c'est complètement irréel, ça pourrait pas se passer dans la réalité. Donc, j'entends, mais je trouve que en tout cas, c'est une belle parenthèse de lecture, c'est une belle leçon de vie, encore une fois. Et moi, c'est ce que j'aime beaucoup avec Julien Sandrel, c'est que vraiment, il a le don de nous faire passer des leçons de vie assez incroyables et de nous rappeler ce qui est vraiment important finalement. Et de nous rappeler que oui, la famille, c'est important, que les relations humaines que l'on crée sont importantes. Et là, en l'occurrence, ça ramène un petit peu Thelma à la réalité en lui disant mais regarde, ce qui est important vraiment dans ta vie, c'est ton fils, c'est pas ton boulot, c'est pas tout le reste, ça reste futile à côté, et ce qui est important, c'est ton fils. Et vraiment, c'est un des beaux messages en fait que Julien Sandrel fait passer dans ses romans, et La Chambre des Merveilles ne fait absolument pas exception à la règle. Je n'avais pas encore fait de chronique écrite sur ce roman, donc je suis désolée si c'est un peu décousu. J'espère que vous aurez compris en tout cas que c'est un roman que j'ai beaucoup apprécié, que j'ai beaucoup aimé. Je sais pas trop si je le placerai dans le top de la liste pour le moment. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que mon préféré, ça reste Les Extraordinaires, qui m'a bouleversée. Mais globalement, vous le savez, hein, depuis le temps que je vous le dis, Julien Sandrel, pour moi, ça reste un de mes auteurs chouchous, c'est un de mes auteurs incontournables, et je suis très contente d'avoir pu lire un de ses romans cet été. Je sais pas si je lirai son nouveau cet été ou pas du coup, mais je trouve qu'on n'a jamais assez de Julien Sandrel dans sa vie, donc bon, peut-être que à tout moment je vous dirai que je l'ai acheté et que je l'ai dévoré, c'est fort probable. N'hésitez pas à me dire, vous, en commentaire, si c'est un auteur que vous connaissez, si c'est un auteur que vous appréciez, et si c'est le cas, dites-moi quel est votre roman préféré de l'auteur. Je serais curieuse de savoir un petit peu et de pouvoir échanger avec vous, et surtout, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de La Chambre des Merveilles, parce que c'est vrai qu'avec Stéphanie, on a des avis, alors pas opposés, faut pas exagérer, mais on n'a pas forcément le même avis sur cette lecture-là, donc je serais curieuse de connaître un peu le vôtre et de savoir un peu quelle est la tendance sur La Chambre des Merveilles.
Sur ce, eh bien écoutez, je vais vous laisser là. Je suis attendue pour le déjeuner. Je vais retrouver mon conjoint et mon fils. Donc du coup, je vous laisse là. Je clôture ce carnet ici. Et puis, eh bien, j'espère que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie, que vous aurez fait de belles découvertes livresques. N'hésitez pas à me dire ce que vous lisez en ce moment. Et on se retrouve dès la semaine prochaine pour un nouveau carnet de lecture. Allez, ciao!